Bonjour, bienvenue au musée de Loury, musée des contes et légendes de la forêt d'Orléans. Vous allez pouvoir y découvrir beaucoup de choses sur la forêt d'Orléans, telles que les animaux de la forêt d'Orléans, mais aussi tout un tas de vieux métiers qui se sont faits autour du bois et autour de la forêt d'Orléans. Alors dans cette première salle, vous pouvez voir sur les murs déjà tous les animaux, nos sangliers et nos cerfs qu'on voit régulièrement, mais aussi nos oiseaux de nuit, et tout un tas d'autres animaux qui sont sur les murs. Le banc de scie, puisque la première ressource de la forêt d'Orléans, c'est quand même l'extraction du bois. On va extraire de très vieux chênes principalement, qui vont servir en bois de construction, et puis un peu évidemment de bois qui part pour la fabrication du papier, puisque c'est toujours d'actualité. Mais aussi une ressource écologique aujourd'hui, puisqu'on va extraire beaucoup de bois qu'on va transformer en copeaux pour les chaufferies de la ville d'Orléans. Alors, nous avons ici le banc de scie, machine déjà automatisée. Vous pouvez voir à côté les scies qu'on utilisait avant pour faire des planches. Donc avec un homme qui se mettait en haut, un homme en dessous, un gros travail. Et ce qui est amusant de savoir, c'est que les plus belles poutres se faisaient quand le bois est gelé. Donc c'est quand il faisait en dessous de -5 qu'on allait découper à la scie ces poutres. Vous imaginez ce que c'était de transpirer. C'est vrai que nous ici, on n'est pas tellement habitués à ces conditions de travail. Alors nous présentons une dizaine de métiers ici, puisqu'il y a des grands métiers tels que les scieurs de long, tels que le sabotier, tels que les gens qui faisaient les roues et autres, mais on a aussi plein de petits métiers, puisqu'en forêt d'Orléans vivaient des gens qui faisaient du charbon de bois, vivaient des gens qui faisaient des petites lattes de bois, des gens qui faisaient des paniers. Il y avait plein de petits métiers, et entre autres des gens qui ramassaient des herbes pour la médecine ou des herbes pour faire de la teinture, puisque les gens d'ici teintaient leurs vêtements à partir des plantes de la forêt. Donc dans cette deuxième salle, on a le métier de charron. Donc le métier de charron regroupe deux métiers, le travail du bois pour faire les roues et les chariots, mais en même temps le travail de la forge. Donc vous pouvez voir ici une forge, son atelier à côté qui commence de charron. Donc le charron est quelqu'un qui va pouvoir travailler, vous voyez, pour faire des pièces de rayon de roue par exemple, mais il va travailler avec des modèles, parce que c'est très compliqué de faire une roue. Donc il va avoir tout un tas de modèles différents pour pouvoir déjà gagner du temps et aller vite. Vous avez ici ces machines. Alors chose amusante à voir chez le charron, on peut faire une roue, vous voyez, de manière très simple, comme ça, ou s'embêter à faire une roue de manière très ouvragée et très jolie. Le problème c'est que là, le gars est fier de son travail. Quand ça passait dans la rue, il disait, tu vois, c'est quelque chose que j'ai fait il y a 10 ans et elle marche toujours. On était fiers du travail qu'on faisait. Le problème de l'artisan en forêt, c'est pas de gagner de l'argent, c'est de faire du travail de qualité, du travail dont il est fier le soir de se coucher en disant « j'ai bien travaillé ». Il le fait déjà pour lui, et puis évidemment parce que ça se vend mieux du travail bien fait. Donc là, vous avez toute une machine. Amusant de savoir, quand on parle d'économie d'énergie, que cet atelier marchait avec le petit moteur que vous avez là-haut, qui est un petit moteur à pétrole, et qui ne remplissait que 2 fois par jour le petit réservoir. Donc vous voyez, on consommait très peu d'énergie pour faire travailler un très gros atelier avec beaucoup de machines. Un petit tour à bois. Donc pareil, il n'a pas de courant, il marche entièrement à pédale. C'est au pied qu'on l'activait. Et ce petit tour à bois permettait de faire tout un tas de petites pièces pour mettre dans les maisons, et se faisait avec les plus beaux morceaux de bois. Ici, par contre, on va tomber sur des métiers de gens beaucoup moins riches, de gens qui gagnaient beaucoup moins leur vie. C'est le charbonnier qui faisait brûler qui nous fabriquait... Oui. Donc ici, beaucoup de petits métiers, des gens qui vont faire du charbon de bois. Donc ils partaient en forêt dès qu'il ne faisait plus trop froid. Ils passaient toute leur saison, vivaient en forêt avec leurs enfants et toute leur famille. Donc les parents vont faire du charbon de bois, les enfants allaient faire, avec les branchages, des fagots pour les vendre. Mais on pouvait aussi demander aux enfants d'autres travails, tels que de faire du balai. On fabriquait les balais, c'était vendu sur les marchés. On fabriquait, pendant qu'on était en forêt, des outils, des fourches, comme cette fourche-là, qui était faite. Mais on fabriquait aussi, vous avez ici, tout un tas de petits morceaux qui permettaient, quand on cassait un râteau, on allait au marché pour acheter des dents. Donc on demandait ce genre de travail à faire aux enfants. Donc plein de petits métiers, encore là, on voit des lattes de bois qui servent à faire un tas de choses. On voit beaucoup de gens travaillent en forêt. De ce côté-ci, par contre,
Vous avez un métier très noble puisque c'est tout le travail du cuir. On a ici des gens qui font la selle, les colliers, tout ce qui va nous permettre, puisqu'on n'a pas de voiture à cette époque-là, tout ce qui va nous permettre de travailler en forêt avec l'énergie des chevaux. Alors, chose amusante, c'est un peu comme une robe de haute couture, quand on va fabriquer un collier pour un animal, on veut connaître l'animal, puisqu'ils n'ont pas tous la même taille de cou, de forme. Donc on va l'adapter à la personne, après il faut savoir ce que veut faire la personne avec. Donc en fonction de si c'est pour tirer, lever ou autre, on ne va pas équiper de la même manière. Mais petite anecdote amusante, on ne l'adapte pas qu'au cheval. Si vous prenez une selle comme celle-là, on va gentiment vous demander de vous asseoir sur une planche pour regarder de quel côté vous penchez, puisqu'on est tous avec des défauts. Hein. Et à ce moment-là, vous voyez, on va autant l'adapter au cheval, mais aussi on va l'adapter à la personne pour que vous soyez bien assis dessus. Aujourd'hui, on va acheter une selle, on n'y fait pas attention. Là, on faisait pour que vous puissiez rester 8 heures à travailler sur votre cheval sans avoir mal au dos. C'est une autre approche. Donc celui-là, par contre, est très joli. Par contre, beaucoup moins intéressant, c'est celui qui transportait le corbillard pour amener les gens au cimetière. Mais là, le cheval, vous voyez, il est beaucoup moins travaillé, il est surtout joli, parce que le cheval, il n'a pas grand-chose à tirer quand même. Derrière, c'était pas très lourd. Ici, une autre salle différente, où on retrouve les abeilles, puisqu'en forêt, on va au moment de la floraison mettre des ruches, et il y aura beaucoup d'abeilles, donc vous avez des vieilles ruches de présenter, mais aussi des loups. 2 têtes de loups, puisqu'on a eu en forêt d'Orléans des loups qui ont attaqué la population en 1690. Les loups vont... Alors, le loup n'est pas une bête méchante, le loup est une bête plutôt qui n'aime pas l'homme et qui va se tenir à distance de l'homme. Là, ce qui se passe, c'est que dans ces années-là, on est dans des années de grande famine. Rien à manger pour l'homme. Qu'est-ce que fait l'homme? On mange à peu près la même chose que le loup et on va aller chasser en forêt, prendre ce que le loup mange. Donc imaginez-vous, les bêtes n'ont pas grand-chose à manger. On laisse traîner des enfants pour garder 2-3 brebis, une chèvre, 3 poules. Et bien les loups veulent manger les poules et s'attaquent en même temps aux enfants qui, eux, essayent de défendre. Mais on se rend compte que les loups n'ont pas voulu tuer puisqu'ils n'ont pas égorgé les gens. Les loups se sont contentés de les mordre. Et souvent, c'est parce qu'ils ont la rage que les gens vont en mourir. Donc vous voyez toute une salle sur les loups, hein, bêtes adorables et des bêtes qui se parlent entre elles, qui ont une très belle vie de groupe. Une présentation de tous les bois qu'on voit en forêt. Donc on a une diversité d'à peu près 20 à 25 en réalité types de bois différents en forêt d'Orléans. La salle suivante est une salle différente. C'est une salle qui n'est pas consacrée à la forêt, c'est une salle qui est consacrée simplement à des événements qui ont eu lieu ici. Donc 2 gros événements ont lieu pendant la Deuxième Guerre mondiale ici. La première, les Français en 1940 se replient pour traverser la Loire très très vite. Et malheureusement, les Allemands ont avancé, fermé la grande route, et puisque eux vont sur Orléans. Et ces 2 groupes vont se rencontrer, s'affronter, feront à peu près 30 morts de chaque côté. Anecdote amusante, les Allemands sont là avec des engins à moteur, les Français amènent des canons tirés par des chevaux. Donc vous imaginez comment ça s'est terminé, les Français n'ont évidemment pas gagné cette phase-là du combat. Et la deuxième partie, c'est le bonhomme que vous voyez là-haut. On va avoir des bombardiers américains qui revenaient de mission en Allemagne, qui vont se faire mitrailler par des chasseurs allemands, et 6 bombardiers vont tomber dans la région et s'écraser au sol. Donc nous avons ici des morceaux, entre autres des bombardiers, qu'on a récupérés. Vous avez tout un tas de morceaux. Et donc 6 équipages, pour l'anecdote, la moyenne d'âge était de moins de 25 ans dans les équipages de ces avions-là. Il y a eu beaucoup de morts, mais quelques survivants quand même dedans, qui ont pu rentrer et finir la guerre. C'est un morceau de l'avion qui s'est écrasé à Robrechtien, et les hommes ont été pulvérisés parce qu'ils allaient bombarder l'Allemagne. Et un des aviateurs qui était là-dedans, son oncle, il habite à Montréal. Ah oui, c'est cette pièce-là. L'avion a été pulvérisé. Vous voyez? Et c'était, alors, lui, c'était Albert Thury. Albert Thury, je crois. Et son neveu est à Montréal. Voilà. Donc là, des morceaux récupérés sur les avions, un peu partout. La bouteille d'oxygène du pilote de celui qui est tombé ici. Donc on voit que ça a bien brûlé quand on voit l'état des balles, comment elles ont éclaté à la chaleur. Le bombardier a brûlé en s'écrasant au sol.
Donc ils appartenaient évidemment à la 8e. Alors dans les choses amusantes que vous pouvez constater, notre mannequin possède un parachute. Si vous regardez ce parachute, il est blanc, il est en soie. Dedans on faisait une robe de mariée, souvent quand on récupérait le parachute. Et dans la robe de mariée, on gardait la robe de mariée, après on faisait le corsage pour maman de baptême et les affaires de bébé pour le baptême. Vous voyez, c'était la guerre. Alors dans les choses bizarres, entre les deux guerres en France, entre la guerre de 1870 et la guerre de 14, on va faire ce genre de choses qui peuvent vous paraître choquantes. On apprenait aux enfants dans les écoles à se servir d'un fusil et à se battre au corps à corps avec la dague. Ça paraît bizarre, mais... Alors, ça s'est arrêté avant la guerre de 14. Mais on apprenait à tuer l'ennemi aux enfants dans l'école comme on peut faire. Alors ici, on est dans un autre domaine. On est dans la salle de vie d'une famille riche, où on peut voir que la personne sait lire. Le petit grand-père sait lire, ce qui est rare à l'époque. Il a ses diplômes sur le mur, il a son certificat d'études qui est sur le mur. Il possède un vaisselier, une très belle lampe, que ce soit celle-ci ou celle-là, une bouteille qui est vide. Alors à l'époque, on va garder pour l'hiver tout un tas de choses. Cette bouteille, par exemple, on mettait du jus de tomate dedans et on allait le stériliser, le garder pour l'hiver pour avoir de la tomate. Les gens de cette époque, on le voit, ont toujours peur d'avoir faim, de manquer de quelque chose. Tout est toujours plein de réserves. Aussi bien des blocs de savon. Vous voyez, il y a une famille qui possède à peu près 4-5 blocs de savon comme ça de réserve, que de la nourriture, que du vin, au cas où ça manque. Alors, je vais vous faire voir une pièce qui n'est pas courante. Tout le monde a déjà vu souvent ces ciseaux qui servaient à éteindre les bougies et à retrouver la mèche quand elle était coulée dans la cire. Mais je vais vous en faire voir un qui est plus amusant, qui est celui-là. Une petite poule. Alors à quoi est-ce que ça servait d'après vous? C'est tout bête, c'est quand on avait son œuf, on coupait le haut de l'œuf pour tremper son pain dedans. C'était un petit ciseau. C'est une pièce qui est assez rare. Donc le four à pain, donc qui servait aussi de chauffage, avec traditionnellement dessus le moulin à café, de la chicorée, le sel qui était toujours aussi dessus, qui était dans le petit pot pour rester bien sec et pas prendre d'humidité. Et dans cette partie-là, devant la cheminée, on allait pouvoir mettre des choses qu'on ne voulait pas que les animaux mangent, donc on accrochait dedans du jambon, des pièces de viande, pour éviter que les animaux viennent les grignoter. Donc derrière vous, le petit coin cuisine, donc avec le frigidaire de l'époque, toujours protégé des animaux, de quoi une petite baratte à beurre, la machine à laver, pour laver le linge. Dans les choses amusantes, je vais vous faire voir 2 pièces. Quand le linge était avec l'eau chaude, la pince pour sortir le linge. Pour tester s'il y a assez de savon dans l'eau, un petit plongeur. Et ça qui est plus amusant, c'est une épingle à linge. Alors pareil, travail fait en forêt, souvent par les enfants, et vendu par paquet de 12 sur les marchés. Pareil, on ne va pas utiliser de lessive. On n'a pas de lessive, le savon est quelque chose de cher, vous l'avez vu, on l'a en réserve. Alors ce qu'on va faire pour blanchir le linge, on va mettre de la cendre dans cet appareil, qu'on va faire tremper dans l'eau, et c'est ça qui permettra de blanchir le linge. Ici, une horloge comptoise. Chose amusante dans l'horloge comptoise, mécanisme conçu aux alentours de 1850. On a, quand on regarde sur le cadran, un chiffre de 1 à 31. C'est-à-dire que dedans, on pouvait marquer les jours. Et c'était fait tout à la main. Toutes les pièces sont faites à la main dessus. Alors, savoir si vous vous intéressez au comptoir, parce que ce qu'on voit devant le cadran et le dessin ne sont pas faits en pays comtois. C'est chaque horloger qui faisait sa partie commerciale, en fin de compte, devant. C'était pas fait pour... Une baratte à beurre, la même que la familiale, mais cette fois-ci en industriel. Une machine à laver pour laver les affaires de bébé. Donc vous voyez que ça ne ressemble pas à la baratte à beurre, mais c'est un peu le même principe. C'était pour laver le petit linge. Bon, elle n'est pas automatique, fallait tourner.
Les croix de moisson. Alors, quand on faisait la moisson, régulièrement, on va aller remercier Dieu pour nous avoir donné de quoi manger pour l'année d'après et de quoi replanter. Donc, on faisait des croix qu'on amenait en procession à l'église pour une messe. On remerciait les familles qui avaient travaillé en leur offrant un petit bouquet, puisque tout le village travaillait, aussi bien le médecin et autres, tout le monde venait aider. Et pour les enfants, on leur faisait souvent un petit cadeau, parce qu'on ne pouvait pas les inviter à faire la fête et à boire l'alcool avec les adultes. Donc du coup, ils avaient leur petit cadeau à eux aussi. La pièce de vie, où on va trouver, vous avez vu, papa est devant, mais dans la pièce de vie, on va trouver la famille. Donc on a maman en train de filer, maman est en train de filer son fil. On trouve bébé. Bébé était généralement à côté, pareil, protégé par Dieu. On voit toujours la présence de Dieu, ok, il arrive quelque chose à bébé. Donc, on a à la cheminée, pareil, avec des diplômes, des récompenses. Souvent, la photo de communion et la photo de la grand-mère, qui étaient des choses souvent... Alors, pourquoi celle de la fille? Ben, souvent parce que le papa restait dans sa famille et la fille venait d'en vivre là où étaient les beaux-parents. Donc elle avait besoin de la photo de sa famille et des photos d'enfance. On retrouve le petit frère qui, lui, va s'amuser. Il a décidé d'aller à la pêche, mais à l'époque, pas de cadeau. Donc il va se le faire lui-même, son filet de pêche. C'est à lui de se faire ses jouets. La petite fille, elle, évidemment, va jouer à copier maman. Le but étant de donner aux filles l'habitude de ce qu'elles auraient à faire en tant que femmes. On ne demande pas la même chose aux garçons, je suis désolé, mais... C'était l'habitude à l'époque. Alors dans le lit, quelque chose d'assez amusant, on appelle ça un moine. Ça servait à chauffer le lit. Donc en réalité, on le mettait dans le lit avec des cendres, et ça permettait de chauffer le lit. Ce système-là, très vite, fichait le feu aux couvertures. Imaginez qu'il y a un petit bout de bois non brûlé, on mettait le feu au lit. Donc rapidement, on mettra des bouilloires, et nos grands-mères étaient des gens intelligents, ils avaient trouvé une solution meilleure. On faisait chauffer une brique dans le feu, on la roulait dans un journal, on roulait ça dans un papier, enfin dans un chiffon, et on mettait ça dans le lit. Au moins, ça risquait pas de mettre le feu et puis pas faire comme la bouillotte qui mettait l'eau dans le lit. Donc on retrouve des photos, des cartes postales, mais qui sont souvent des photos de famille. Les bracelets de communion, pareil, toujours en soie. Donc le petit sac pour la fille et le bracelet pour le garçon. Donc il nous restera encore un métier à finir. Alors, petite anecdote en passant. On a une lampe ici qu'on possède malheureusement pas en complet. C'est celle-là. Imaginez-vous qu'avec cette lampe, on réunissait dans une salle, dans une grande salle, tout le village pour présenter 4 images, simplement projetées sur un mur. Mais c'était merveilleux à l'époque de savoir prendre une petite image et la projeter en grand sur un mur. C'était quand même quelque chose d'extrêmement moderne, même si pour nous ça paraît amusant. Alors dans les lampes que je vais vous présenter, celle-ci qui est la lampe de fiacre, qui paraît toute simple, mais qui a une très grande invention, puisqu'elle existe encore sur les avions. C'est une couleur rouge d'un côté, une couleur verte de l'autre. Le but étant, puisque c'était une bougie, ça n'éclairait pas beaucoup, c'était d'être vu, c'est pour ça qu'on mettait des lumières sur les fiacres, c'était pour qu'on nous voit. Et le fait de mettre du vert et du rouge permettait de savoir dans quel sens se déplaçait l'objet. Et c'est ce qu'on fait encore sur nos bateaux et nos avions. On continue, donc vous voyez, ça a été inventé dès les premiers fiacres et on continue à le garder. Une lampe de voiture, première lampe de voiture, avec une bougie. Il ne fallait pas rouler trop vite pour voir la nuit. Bon, la lampe tempête traditionnelle. Une autre lampe de voiture plus récente, qui elle est montée sur une lampe à pétrole. Donc déjà, ça va éclairer un peu plus. Mais vous voyez, la réserve de pétrole n'est pas grande, il ne fallait pas aller très loin. Une petite lampe très jolie de travail de bureau, qui est très fine, donc c'est vraiment pour travailler et écrire à côté. Une lampe pareille, dans le même modèle, mais qui appartient à la SNCF, qui permettait en 1957 de faire partir les trains en balançant la lampe. Donc pareil, avec une malheureuse petite lumière dedans. Et très amusant, une lampe de vélo. Alors lampe de vélo qui, elle, travaille sur un principe différent. C'est une pierre avec de l'eau qu'on fait tomber dessus. Le défaut, c'est que, voilà, vous voyez toujours le rouge et le vert, pour savoir dans quel sens va le vélo. Mais c'est que ces lampes à carbure fumaient très 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 noir. Donc il y a des gros trous pour que ça sorte, la fumée noire. Mais évidemment, la fumée noire, on va l'ouvrir. Ben, vous voyez que l'intérieur n'est plus brillant, mais tout noir. Donc la petite grand-mère qui devait avoir ça sur son vélo devait être obligée régulièrement de s'arrêter, de nettoyer la glace pour qu'on la voie. Mais c'était les premières lumières à vélo.
Et c'était important puisqu'on voyait dans quel sens ça allait pour ne pas se faire renverser non pas par des voitures à l'époque, mais par des chariots. Puisque bon, si aujourd'hui les gens roulent vite, à l'époque les chariots roulaient vite aussi quand ils étaient à la campagne. Dans cette partie-là, il nous reste quelques animaux, quelques oiseaux, mais surtout des chaussures. On va, pendant la Deuxième Guerre mondiale, avoir des problèmes pour habiller les gens, et on va faire ces chaussures qui sont faites avec des semelles en bois, des clous, et pour les enfants, j'en ai un modèle ici, vous voyez, c'est des semelles tout en bois. Donc, pas de souplesse, hein. Donc, quand on descendait un escalier ou autre, il fallait faire attention, on tombait facilement. Et ces godillots avaient un deuxième défaut, c'est qu'une fois que le bois est mouillé, c'est très très glissant. Alors, ça amusait follement les enfants, ils pouvaient aller sur les pavés faire des glissades comme sur une patinoire, mais on n'avait rien d'autre. Donc, c'est les chaussures qui ont habillé les enfants et les gens pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc, avec quelques variantes, mais rien de... Et un métier qui a malheureusement disparu, mais qui était passionnant, c'était le sabotier, qui consistait à faire pour nos paysans des chaussures tout en bois, hein, le sabot. Donc voilà, un travail de sabotier. Donc vous voyez, c'était décoré et autres. Alors ces chaussures-là, on va partir de la chaussure du paysan. Ça, c'est sa chaussure de travail de tous les jours. Alors, il est bien dedans. Pourquoi il est bien dedans? Parce que le dessin qui est à l'intérieur, c'est pas une chaussure standard. C'est fait à son pied. Donc, s'il avait un défaut sur un orteil ou autre, on recreusait le défaut. Donc, effectivement, on est bien dedans. Et les gens vous disent, je suis pas bien dans des sabots, mais c'est normal, on peut pas mettre le sabot de quelqu'un d'autre, puisque le dessin à l'intérieur n'est pas le même. Alors, ça va évoluer. On va faire ce sabot-là par rapport à celui-là, puisque celui-là, vous voyez, c'est du cuir, c'est plus souple ici. Donc, ça faisait moins mal aux pieds que là, quand ça frottait tout le temps. Donc, première amélioration. Et puis, les dames aiment bien avoir des belles chaussures. Donc, on va aller faire des sabots, vous voyez, pour aller danser. Bon, il ne fallait pas donner un coup de pied aux autres quand vous dansiez, ça faisait très mal. Hein. Ou quand les enfants faisaient des bêtises, il ne fallait pas prendre un coup de pied dans les fesses avec le sabot. Hein. Mais vous voyez, peut-être des chaussures. Et on va petit à petit évoluer sur ce genre d'outil qui est entièrement fait à la main. Vous avez l'outillage derrière moi. Et je peux vous en faire voir d'autres si je les trouve. Oui. Des chaussures qui sont vraiment faites pour... on se rapproche de la chaussure. Alors pourquoi le sabot va disparaître? Ben, c'est tout bête, on va manger de plus en plus de viande. Plus on mange de viande, plus on a de la peau. Ça, c'est long à faire. On consommait à peu près 2 paires de sabots dans l'année, quand on les mettait tous les jours. Mais bon, on peut bien aimer ces sabots, hein, regardez. La dame, elle l'a porté jusqu'à temps que c'était plus faisable, hein, elle passait au travers. Mais on était bien dedans. Malheureusement, le fait de faire de plus en plus, d'avoir de plus en plus de cuir, et qu'on va faire des sabots en cuir. On ne fait plus que la partie du bas en bois. Donc on n'a plus besoin du savoir-faire des sabotiers, on a des gens qui vont vendre en forêt, et qui vont vendre ce genre de choses. Donc le sabotier n'a plus de raison d'exister, de savoir faire ses sabots, puisqu'il y en a qui vendent ça et les autres font le cuir. On a inventé la chaussure. Alors les sabotiers, on va essayer de se battre. On va essayer de faire des semelles souples pour concurrencer, parce qu'on a un savoir-faire. Mais malheureusement, ça ne marchera pas, puisque ça casse très très vite. Et c'est pas non plus une bonne idée. Donc le sabotier disparaît pour être remplacé par la chaussure cuir. Au début tout cuir, et chaussure tout cuir, on le voit aujourd'hui, qui se remplace par de la chaussure cuir, plastique, voire presque que plastique. Mais bénéfice net, on est de moins en moins. On n'avait pas de problème de pied, de transpiration dans ce genre de chaussures, puisque c'était du naturel. Il y aura donc un équilibre à retrouver, je pense, un jour, entre ces chaussures en bois, que le fait est, je ne me vois pas aller conduire une voiture avec, mais la chaussure plastique de l'autre côté, qui n'est certainement pas bonne pour nous. Donc c'est l'intérêt de nos vieux métiers, que ce soit le forgeron, que ce soit... Il y a des savoirs, des savoir-faire, des expériences qui ont été menées par nos anciens, hein, pour passer d'une chaussure comme ça à des chaussures beaucoup plus fines. Et on a besoin de cette expérience. Alors petite anecdote, à titre personnel, j'ai travaillé en informatique, à une époque où on concevait les premiers micro-ordinateurs. On ne savait même pas faire un micro-ordinateur. Et on s'est posé la question à un moment donné, on avait notre processeur, il fallait gérer un écran, gérer un clavier, comment on allait faire? C'est pas facile, puisqu'il faut que quand vous appuyez sur l'écran, on affiche quelque chose sur votre clavier, il faut afficher sur l'écran, et en même temps, il y a du travail à faire entre les deux, parce que c'est une réponse que vous voulez sur votre écran. Et on a réfléchi, beaucoup de scientifiques ont travaillé sur le problème,
Et le monsieur qui a trouvé la solution, c'est quelqu'un qui connaissait parfaitement le port de Marseille. Et il nous a dit, c'est simple, pour pouvoir gérer tout ce que vous mettez en périphérie de votre processeur, il faut faire comme dans le port de Marseille, comme les Romains ont fait dans le port de Marseille. Je peux vous dire que ça avait été une très grosse rigolade ce jour-là, en disant, mais pourquoi nous on est des électroniciens, on nous parle du port de Marseille du temps des Romains en plus. Eh ben non, parce que dans le port de Marseille du temps des Romains, déjà il fallait gérer des gens qui se battaient entre eux, mais avec qui on faisait commerce, mais il fallait aussi savoir stocker, préparer et faire très vite pour décharger ou recharger un bateau. Quelle que soit son origine et quelles que soient vos relations avec lui. C'est des relations commerciales, on se fichait de leur faire la guerre en même temps à l'époque. S'ils nous amenaient le principe de l'huile, il fallait prendre l'huile. Donc vous voyez, c'est la connaissance de quelque chose de très très vieux, puisque ça se passait à peu près au IIe siècle avant Jésus-Christ, qui a permis, à la fin de notre millénaire, de mettre au point ces petits processeurs, et aujourd'hui, tous nos équipements se connectent sur quoi? Sur des ports. D'où l'origine du port. Vous voyez? Quelque chose d'amusant, donc de lien entre les vieilles connaissances et ce qu'on peut en tirer pour le futur. Alors le musée rouvrira au printemps. Faute de bénévoles, on n'ouvre pas tous les dimanches. L'année dernière, on a réussi à ouvrir tous les dimanches. On va réouvrir au printemps avec une exposition sur la forêt. Et on est en train de programmer pour les 4 années à venir une exposition dans le cadre de Natura 2000 et de la forêt d'Orléans. C'est-à-dire de qu'est-ce qu'on fait pour préserver la biodiversité en forêt d'Orléans. Puisque malheureusement, comme partout, on exploite beaucoup et on détruit la biodiversité. Donc on prépare une exposition scientifique sur la forêt d'Orléans et la biodiversité. Sur la première année, ça sera sur les rapaces. Et puis après, on déclinera d'autres choses sur les années à venir. Merci. Et bienvenue, au plaisir de se revoir.